L'autre, c'est ce qui ne nous ressemble pas. C'est tour à tour un ami, un serviteur, une menace, un danger. Et qu'est-ce qui peut correspondre à cette définition mieux que les IA et la robotique ? Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans cette nouvelle émission de Horizon Universe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets qui me fascine le plus en SF, la question de l'autre. Et parce que c'est une question des plus larges, une fois n'est pas coutume, nous allons couper cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler de l'IA et de la robotique, et la prochaine fois, nous parlerons des contacts extraterrestres. Déjà, pour être sûr que nous sommes tous sur la même page, deux petites définitions s'imposent. Bon, je pense que l'on sait tous ce qu'est un robot, mais sait-on jamais, un robot est un mécanisme automatique qui peut se substituer à l'homme pour effectuer certaines tâches, sans pour autant nécessairement avoir un aspect humain. Le mot apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre nommée RUR et écrite par Karel Čapek en 1920. C'est son frère Joseph qui créa le mot robot venant du tchèque robota, signifiant travail ou corvée. L'intelligence artificielle, ou IA, vise à mettre en place des technologies et techniques afin de permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Le terme a été créé par Alan Turing dans les années 50, ainsi que le très célèbre test de Turing, où un sujet interagit tour à tour avec une IA et un autre humain. Une IA passe le test si le sujet est incapable de faire la différence entre les deux. Elle n'a pas forcément de forme physique, contrairement aux robots. Si l'on ne devait citer qu'une seule personnalité sur le sujet, ce serait bien sûr Isaac Asimov, auteur du cycle des robots et du cycle Fondation. Il a écrit, conjointement avec John Campbell, les 3 lois de la robotique, toujours utilisées plusieurs décennies plus tard. C'est vous dire à quel point le mec est fort. On lui doit même les termes de robotique et même de cerveau positronique, toujours utilisés aujourd'hui en SF, notamment dans Star Trek Next Generation avec l'androïde Data. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni laisser un être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cela n'entre pas en contradiction avec les 2 premières lois. C'était aussi un visionnaire, prédisant notamment l'avènement des télécommunications, comme par exemple les appels vidéo, dont 2 entretiens parus respectivement en 1964 et 1984, où il décrivait le monde en 2014 et en 2019. Il était également persuadé que les ordinateurs seraient de plus en plus prévalents, même pour les particuliers. Bon, faut dire quand même que le mec avait prévu qu'Internet rendrait les gens plus heureux d'apprendre. Désolé Isaac, mais c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Il était également très clairvoyant dans les risques et bénéfices associés à la surautomatisation de la société. Si elle permet la fin de travaux fastidieux, voire dangereux, comme les chaînes de montage, et de rendre en général la vie plus facile, elle risque aussi d'asservir complètement les humains ou de les supplanter dans certains autres travaux. Son influence est notamment visible chez Dan Simmons, Philippe K. Dick, mais aussi, et de manière très drôle, l'économiste Paul Krugman, devenu économiste car selon lui, c'est la discipline qui se rapproche le plus de la psychohistoire, la science créée par Hari Seldon dans le cycle Fondation. Dans la pop culture, les IA et les robots sont souvent vus comme un danger. Les exemples ne manquent pas, Skynet dans Terminator, iRobot, les IA malicieuses dans Hyperion, HAL dans 2001 Odyssée de l'espace. On y voit très souvent une peur de l'assimilation, du mélange et de la perte de l'humanité. Les cyborgs, des êtres humains ayant reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques, sont très souvent vus d'un mauvais œil. On a par exemple l'exemple de Robocop ou de celui des Ultras dans Revelation Space. Ouais, ta grand-mère avec une hanche en titane, techniquement, c'est un cyborg, ouais. Les cyborgs sont souvent vus comme des êtres différents dont l'humanité est remise en question. Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup en SF et, par extension, dans la médecine aujourd'hui ou la philosophie. Jusqu'où est-on encore humain ? Ça peut paraître une question un peu stupide, mais elle est super importante quand on parle de ce thème-là. Que Mamie Christiane avec son pacemaker soit encore un être humain, là c'est bon, on est à peu près tous encore ok là-dessus. Mais du coup, jusqu'à quel point l'être humain peut-il se machiniser jusqu'à ne plus tout à fait être humain ?
30%, 50%, 75%? Est-ce que cela n'est limité qu'aux parties corporelles, genre si tous tes membres sont électroniques, ça passe, mais on ne touche pas au cerveau? Du coup, est-ce que c'est éthique de modifier nos cerveaux pour les rendre plus performants? Toutes ces questions touchent à la peur d'être dépassé par une intelligence ou une force trop grande, de ne pas pouvoir être au même niveau, la peur d'être contrôlé par sa propre création et de la singularité. L'exemple le plus probant est celui du basilic de Roscoe, sur lequel Dirty Biology a fait un super épisode. Je vous la mettrai dans la description. Là où les cyborgs restent au final uniquement des êtres humains modifiés, qui peuvent donc être tués ou arrêtés, ce n'est pas aussi simple pour une IA. Certaines œuvres de SF parlent par exemple d'un contrôle total de l'intelligence artificielle sur le monde tangible. Bien sûr, le grand public pense tout de suite à Skynet dans Terminator, qui a décidé que les humains ne devaient plus faire partie de ce monde, mais on peut aussi penser aux quatrièmes hommes dans l'œuvre de Last and First Men de Olaf Stapledon, qui sont des cerveaux géants plus ou moins connectés sur une sorte de proto-web, utilisant les troisièmes hommes, des êtres humains plus classiques, comme serviteurs. En ce sens, il est intéressant de faire le lien entre le transhumanisme et cette peur. Le transhumanisme est une doctrine ou un mouvement culturel, selon votre approche, qui prône l'usage des sciences et des technologies afin de développer les capacités physiques et intellectuelles de l'homme. C'est un thème qui revient très souvent en fiction, dans des films par exemple comme Tron, Chappie, Ex Machina ou Transcendance, où l'être humain a la capacité de télécharger sa conscience dans un ordinateur, dans un corps électronique ou sur Internet. Nous voyons aussi que l'avènement de l'IA et de la robotique pose un gros problème au niveau éthique. Si la question de l'éthique est en soi peu présente dans les livres d'Asimov, ces trois lois sont très souvent contournées ou détournées dans ces livres, montrant bien qu'il peut y avoir des problèmes dès lors que l'on confère une conscience à une création humaine. Par exemple, la simple définition de mise en danger peut être un problème. Dans la vraie vie, par exemple, nous avons aujourd'hui ce problème avec les voitures autonomes, notamment dans la gestion des accidents et le fameux problème de qui faut-il tuer. Dans la fiction, ces questionnements donnent lieu à plusieurs passages absolument iconiques. Par exemple, nous avons la scène de Robocop 2 où Robocop pète un câble parce qu'il a trop de directives. Nous avons aussi la scène où la mère dans Alien, l'IA du Nostromo, décide de faire passer la découverte de l'alien au-dessus de la sauvegarde de la vie de l'équipage. Et enfin, nous avons le djihad butlérien dans Dune, les hommes ayant éradiqué toutes les machines duquel ils étaient devenus dépendants. Bon, on est d'accord, tout ça, ça donne pas vraiment envie. Pourtant, si on se pose 2 minutes avec une tisane verveine, vous allez voir qu'on peut totalement éviter tout ça. Parce que oui, les robots ou les IA peuvent être une aide inestimable pour l'humanité. Et même si c'est moins courant en fiction, il est important de le souligner. Prenons pour exemple le film de SF qui a le plus marqué le grand public ces dernières années, Interstellar. Case et Tars, les deux robots embarquant avec l'équipage humain, font preuve de bonne nature, d'humour et d'aide envers l'équipe, de même que l'androïde Bishop dans Aliens, qui sauve Ripley et Newt de la reine alien, ou, pour rester dans la même saga, Cole dans Alien Résurrection, qui fait office d'humanité idéale. Après tout, nos créations sont ce que nous en faisons. Il est probable que les IA ou les robots nous aident à construire un monde prospère et paisible et soient en symbiose avec nos désirs. Par exemple, dans Golem 14 de Stanislav Lem, un superordinateur aide les êtres humains à gagner ou à éviter des guerres, car il considère la violence illogique. Le meilleur exemple pour moi d'une potentielle réussite de l'IA est représenté dans le cycle de la culture de Iain M. Banks. Dans ces livres, nous sont présentés la culture, une société spatiale où les humains, les aliens et les IA vivent en communauté. Il n'y a pratiquement pas de désir, pas de besoin et tout le monde fait plus ou moins ce qu'il veut de son temps. C'est une vraie société utopique. Même sans ça, les IA et les robots sont très souvent complètement survolés dans la SF, ne faisant partie que du background des histoires. Et on a plein d'exemples qui le montrent. Allez, faisons une liste. J'aime les listes. Les vaisseaux sont pilotés par des programmes spatiaux, tout comme les armes spatiales. Les docteurs sont assistés par des robots ou des nanotechnologies pour les chirurgies. C'est aussi le cas pour les maladies auto-immunes ou les cancers. C'est aussi le cas, encore une fois, pour remplacer les organes défaillants. Les robots sont utilisés pour l'industrie lourde et la terraformation, ainsi que l'exploitation minière et la construction. Merde, ça fait pas 10. J'ai plus d'idées, putain! Les potentiels positifs des IA et des robots sont énormes dans la SF comme dans la réalité, mais sont souvent relayés au second plan dans les histoires. En fait, pour le coup, c'est un peu notre faute, parce qu'on a tendance à vraiment se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif, dans les histoires comme dans la vraie vie. Par exemple, pour un Terminator, combien de livres montrent une société où dans les IA, tout va bien?
Souvent dans les livres, quand c'est le cas, c'est vraiment à peine développé, et très souvent les IA s'en foutent un petit peu, comme dans Neuromancer par exemple. Souvent, au final, les robots et les IA font tellement partie de la vie quotidienne des personnages que elles font partie un peu du second plan, et donc complètement oubliables. C'est sûr que ça marque beaucoup moins quand une IA est un compagnon ou un outil de travail plutôt qu'un danger. L'autre, au final, c'est aussi un jeu. C'est une individualité. C'est un être physique, ou non, qui nous force à nous remettre en question dans notre quête d'identité et de but, dans nos différences et nos similarités. Si la fiction, notamment les films, nous montre très souvent des exemples de robots ou d'IA dangereux ou menaçants, c'est oublier que les créations humaines, certes, peuvent servir d'armes, mais on peut aussi en faire une utilisation plus juste et pacifique. L'autre, c'est celui qui ne nous ressemble pas, mais c'est oublier que nous aussi, nous sommes, pour certains, des autres. Merci à tous de m'avoir suivi pour une nouvelle émission de Horizon Universe. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous avez hâte pendant 2 semaines pour voir la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la question et si vous avez des idées de vidéos, de livres, de films, peu importe, je prends toujours les idées. Moi je vous dis à dans 2 semaines, ciao!